Bonjour à tous, je suis Franck Sebag et je suis très heureux de vous accueillir dans ce nouvel épisode de notre podcast qui cherche à mieux comprendre comment se construisent les plus belles histoires de la French Tech. Si nous nous intéressons à ces histoires, c'est qu'elles ne sont pas le fruit du hasard. Elles naissent d'une alchimie complexe où se mêlent des idées, de la chance, du courage et du talent. Ce sont des aventures humaines où le sentier passe parfois par des hauts, parfois par des bas et où les sommets s'atteignent en équipe. Toutes sont uniques et toutes sont riches d'enseignements. Ce qui m'intéresse plus particulièrement ici, c'est de comprendre avec vous comment se crée cette alchimie. Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir Isabelle Rabier, fondatrice et CEO de Joli Moi, plateforme de social selling qui permet aux clients d'être accompagnés par un conseiller beauté et d'acheter une sélection de produits parmi une multitude de marques. Isabelle va nous parler de la genèse de son projet, du modèle novateur que propose Joli Moi et de ce qui conduit cette jeune pousse à devenir le lauréat du prix EY de la Startup de l'année pour la région Île-de-France. Comment Joli Moi a su réinventer le conseil beauté? Quels sont les leviers pour fédérer des équipes de style beauté en ligne? Quelles sont les prochaines étapes du développement? Nous explorerons ces questions avec Isabelle au cours de cet épisode. Vous écoutez Grow Fast Now What, le podcast qui donne la voix aux acteurs de la French Tech. J'avais des bons produits, ma marque c'était vraiment des super produits qui plaisaient, mais j'arrivais pas à trouver vraiment mon marché. Et j'avais ces marques. Je me suis dit, ok, bon, là, il y a un truc à inventer. Parce que notre proposition de valeur par rapport au consommateur final, c'est cette hyper personnalisation, cette pertinence et finalement, par rapport à tous les autres modèles de distribution, un conseil non biaisé. On s'est toujours dit que ce qui allait être prioritaire dans notre business, c'était la façon dont on voulait faire le business avant le business. Bonjour Isabelle. Bonjour Franck. Bon, je suis très heureux de t'accueillir. Donc on va, pendant ces 25 prochaines minutes, un peu mieux faire connaissance avec Joli Moi. D'abord, est-ce que tu pourrais d'abord te présenter aux personnes qui ne te connaissent pas encore? Je suis la fondatrice et CEO de Joli Moi. Je suis entrepreneur depuis 10 ans. Joli Moi, c'est ma seconde start-up. Et j'ai toujours été entrepreneur. Et après avoir fait des études de commerce, je me suis lancée sur les bancs de l'école dans une première start-up. Alors justement, tu es quasiment tu es serial entrepreneur parce que tu as eu 2 étapes dans ta vie. Est-ce que tu peux un peu nous décrire ce qui qu'est-ce qui aboutit à fonder finalement Joli Moi, qui est si je comprends bien le projet, l'aboutissement en fait de tu as tâtonné pour trouver le bon modèle pour aboutir sur Joli Moi. Est-ce que tu peux nous raconter un petit peu les différentes étapes de cette création d'entreprise? Oui, alors Joli Moi, effectivement, c'est une start-up qui est née d'un constat, mais aussi d'une expérience terrain à travers une première entreprise qui s'appelle Dermance et qui est une marque de beauté. Donc j'ai d'abord été créateur de marque avant de créer une plateforme. Et en tant que créatrice de marque, je m'intéressais déjà beaucoup à tout ce qui était disruption de marché dans le produit, parce que Dermance, c'est une marque qui s'adresse aux peaux matures et quand on l'a lancée il y a 10 ans, elle adressait de manière très ciblée les femmes matures. Donc, il y avait toute une innovation, développement un peu plus bio sur cette marque, mais surtout aussi dans les modes de consommation et les modes de distribution. Et Dermance, quand on l'a lancée, c'était déjà un petit peu à côté de ce qui existait, puisqu'on a décidé de réinventer le modèle de conseil beauté à domicile à travers des ventes à domicile ou à travers du conseil individualisé à domicile via un réseau. Et donc aujourd'hui, on appellerait ça un peu une DNVB, puisqu'en fait, on était concepteur de nos formules, on développait nos formules, on les produisait, et ensuite on les distribuait nous-mêmes via un réseau déjà de conseillers beauté et un site e-commerce. Et à l'époque, l'idée c'était déjà de redonner un petit peu une nouvelle dynamique sur des métiers hyper traditionnels en fait de vente à domicile, de conseil. Et ce que j'aimais déjà à l'époque dans ce modèle de conseil personnalisé, c'était vraiment la relation qui s'instaure entre le client et le conseiller, et ce côté absolument fantastique de se dire que tous ceux qui sont vaccinés peuvent devenir conseillers vendeurs. À travers cette première expérience, j'ai fait un certain nombre de constats. Cette première start-up, disons, ne s'est pas forcément développée comme je l'imaginais, aussi parce qu'il y avait des freins à l'adoption en fait de ma vision sur le digital par rapport à une population un peu plus senior et des usages un peu plus traditionnels des conseillers vendeurs qui, disons, étaient moins digital native, et aussi par rapport au fait que c'était une gamme très courte et que à l'époque les compétiteurs ils avaient plutôt des gammes très très larges de produits. Pour donner juste un exemple très concret, on avait une quinzaine de refs pour Dermance à l'époque, et en fait les réseaux comparables qui existaient, alors pour le coup très physiques, ils avaient 150 refs.
Et à travers cette première startup, en tout cas, j'ai confirmé mon intérêt pour ces modèles par réseau et en peer-to-peer qui sont absolument fantastiques, qui sont complexes. C'est un vrai métier. Mais je suis allée encore plus loin dans la vision avec Joli Moi, parce que j'ai des marques en fait qui venaient me voir quand j'ai créé cette première startup et qui me disaient c'est absolument génial ce que tu fais avec Dermance. Nous, en tant que marque, on peine finalement sur un marché assez mature en termes de distri à émerger, où on n'est pas très convaincu par ce qui se passe en retail, ou sur le digital, c'est compliqué, voilà. Et j'aimerais que tu m'intègres sur ton réseau. Et avec Dermance, c'était pas du tout possible, c'était pas du tout l'idée. Et je vous parle de ça. J'ai lancé Dermance en 2010 et dès 2014, quand même, j'ai déjà donc très tôt en fait dans l'aventure parce que on avait à peine lancé le réseau, on avait que quelques conseillers, une centaine. Et déjà, j'ai des marques qui venaient à moi. Donc à l'époque, j'ai un peu mis de côté ce point-là parce que c'était pas l'idée, puis ça fonctionnait pas forcément en termes de chaîne de valeur. Mais bon an, mal an, et en voyant que voilà, avec ma marque, j'arrivais pas forcément à avoir la scalabilité et l'attraction que j'avais imaginée, je me suis dit, ok, parce qu'il faut garder, j'avais des bons produits, ma marque, c'était vraiment des super produits qui plaisaient, mais j'arrivais pas à trouver vraiment mon marché. Et j'avais ces marques. Je me suis dit, ok, bon, là, il y a un truc à inventer. Pourquoi, effectivement, on peut pas créer une plateforme qui permette à toutes les marques grand public, pour le coup, d'ajouter dans leur modèle de distribution une nouvelle carte à leur arc, qui est très complexe parce que développer une communauté de marchands, c'est compliqué, ça prend du temps, c'est beaucoup d'investissement, c'est pas donné à tout le monde. Et en fait, aujourd'hui, la plupart des marques traditionnelles qui ont fait du retail ou déjà qui en plus se sont lancées sur le digital, c'est déjà encore un peu un shift pour elles d'apprendre ce nouveau métier. Rajouter encore une brique en social selling, c'était encore un autre métier et elles sont très peu nombreuses à vouloir le faire en propre parce que c'est long et compliqué. Et donc je me dis, ok, lançons la première plateforme de social selling pour les marques et réinventons par la même occasion la façon dont on conseille et on vend des produits, puisque derrière la proposition de valeur de Joli Moi, il y a aussi le fait du coup de créer à très grande échelle un conseil personnalisé grâce à de la tech, grâce à des outils. Et donc le client, il trouve vraiment son compte parce qu'il passe d'un conseil monomarque avec un personal shopper qu'on appelle Stylist Beauté aujourd'hui chez Joli Moi à un conseil très serviciel, multimarque, où il y a plein d'options, où on peut vraiment s'adapter aux attentes du client sans pousser une marque plutôt qu'une autre. Et donc ça, c'est génial et ça réinvente complètement la distribution. Donc on arrive sur Joli Moi, donc tu tires en fait les constats de la première expérience de Dermance. Tu te dis il y a vraiment une opportunité sur le social selling. Donc aujourd'hui Joli Moi permet, grâce à tes conseillers beauté, il y en a un peu plus de 6000, ça monte tous les jours. Ouais, 6 beauté en France et en Belgique. Rien que sur le mois d'octobre, on en a recruté 1 millier déjà. D'accord. Donc ça va très vite. Ça va vite. Donc proposition de valeur assez simple. Les marques trouvent un nouveau canal de distribution qui permet d'atteindre en fait des cibles qu'elles n'auraient pas forcément grâce au conseil beauté. Et la proposition de valeur des conseils beauté, si je cherche un produit de beauté, qu'est-ce qu'elles apportent en plus et qu'apporte en plus la plateforme de Joli Moi à ses conseillers de beauté, puisqu'il y a cette double valeur. Il y a ce que va apporter la conseillère de beauté à vos clients finaux et ce que la plateforme Joli Moi va apporter à ses conseillers de valeur. On parlera après du business model qui est important pour bien comprendre le partage de la valeur. Ouais, effectivement, parce que c'est un modèle B2B2C. Ce qu'on va proposer au client final, c'est de pouvoir être accompagné. Donc, on a développé notamment des algorithmes de recommandation beauté. Donc, aujourd'hui, ça s'appelle le Beauty Affinity. C'est un outil qui est développé en interne et qui permet de scorer en fait l'intégralité des catalogues produits et marques de manière automatisée et non biaisée. Et puis derrière, donc d'avoir une forme de transparence aussi client vis-à-vis du styliste beauté qui peut voir en fonction de son profil beauté déjà une première sélection de produits et de marques qui lui conviennent pour le coup en fonction de plein de critères différents, évidemment son type de peau, son type de cheveux ou ses souhaits en termes de formulation, voilà, ça va assez loin, sa routine beauté, le budget qu'il souhaite investir. Donc nous on va collecter des informations, donc ce qui nous permet en plus d'avoir une base très qualifiée de clients, et ces informations là derrière on va pouvoir les retranscrire pour aider ce styliste beauté à bien conseiller de manière pertinente. Et pourquoi c'est le premier outil qu'on a construit, pourquoi c'est hyper important? Parce que notre proposition de valeur par rapport au consommateur final, c'est cette hyper personnalisation, cette pertinence et finalement par rapport à tous les autres modèles de distribution, un conseil non biaisé. Pourquoi? Parce qu'en fait, aujourd'hui, tout est organisé d'un point de vue économique pour que y ait pas d'avantage pour un styliste beauté à vendre une marque plutôt qu'un autre à un client. On est vraiment
très customer centric. Et la deuxième création de valeur, comme tu disais très bien, et finalement ce qui est aujourd'hui notre cœur de métier, ça va vraiment être de recruter, former et outiller avec des outils tech ces communautés d'indépendants qui aujourd'hui sont monsieur et madame tout le monde, mais qui surtout sont animés par l'envie soit de changer de vie, soit de gagner un complément de revenu, qui aiment évidemment le secteur de la beauté ou du bien-être et qui, grâce à Joli Moi, vont pouvoir, pour les experts de la beauté, monétiser leur savoir-faire encore mieux à travers du conseil et de la vente. Et pour les passionnés ou les autodidactes, monétiser aussi leur passion et gagner un complément de revenu ou un revenu à temps plein. Et ça, ils vont pouvoir conseiller grâce à nos outils tech en physique et en digital. Et le grand savoir-faire et qui est plus exceptionnel chez Joli Moi aujourd'hui, c'est évidemment sur le digital. Les modèles physiques plus traditionnels existent en monomarque, mais sur le digital aujourd'hui, il y a peu de boîtes qui arrivent à faire vraiment des communautés marchandes. Et là, voilà, donc la création de valeur, c'est permettre un ascenseur social formidable pour toutes ces populations qui souhaitent se lancer grâce aux outils de Joli Moi. Et donc, tu l'as dit, au départ, vous étiez parti sur un modèle qui était plutôt physique. Le Covid est arrivé. Ça a bouleversé un petit peu le modèle organisationnel et finalement c'est un accélérateur qui vous permet aujourd'hui d'être très fort à la fois sur l'aspect physique qui était historique mais comme tu le dis qui était pas si différenciant que ça. Et aujourd'hui, là vous êtes très différenciant, c'est cette capacité à avoir du social selling directement digital. Comment s'est passée cette accélération de la transformation, parce que j'imagine que c'est le modèle que vous aviez en tête, mais vous avez dû l'accélérer fortement avec le Covid. On avait effectivement une prédominance du physique avant le Covid. On avait 60% des premiers points de contact qui étaient en physique et 40% en digital. Et avec le Covid, forcément, on est passé dans des périodes où on ne pouvait plus du tout faire de physique. Ouais. Et ce qui s'est passé, alors comme on avait déjà construit en fait, donc nous, la team Joli Moi, c'était quand même de tout temps des équipes produits et tech en interne assez forte et on avait déjà commencé cette co-création de l'application Business Joli Moi qui est vraiment l'outil qui est utilisable sur mobile, c'est une PWA et que tous les indépendants peuvent avoir et travailler de cette app. Donc on avait déjà ce produit-là quand même, c'est-à-dire qu'on avait déjà commencé vraiment... Dans la structure de la société, c'était dans les plans, c'était dans l'ADN, c'était l'objectif. Voilà, donc on avait des gens qui étaient plutôt dans cette logique-là quand même dans la communauté et on avait aussi une partie de notre communauté de Cis Beauté qui était full digital. On avait en gros 3 grands profils, les full digital, les full physique et les mix. Et en fait, on s'était aperçu déjà avant le Covid que la partie hybride mix physique digital, c'était celle qui était la plus performante. Pourquoi ? Parce que les méthodes de vente et les taux de transfo sont pas les mêmes quand tu vois quelqu'un en physique. Mais là, tu as un reach qui est moins important. Ouais. Tu peux pas avoir 100 personnes en même temps dans une salle, c'est compliqué. En digital, tu peux avoir beaucoup plus de monde, tu peux toucher beaucoup plus de monde, si je caricature. Mais par contre, les temps de transfo sont plus longs, faut instaurer une confiance. Et donc, pré-Covid, on était à 60% physique, 40% digital. Et évidemment, on a dû passer en 100% digital. Et là, ce qui s'est passé, c'est assez merveilleux, mais c'était aussi dans les valeurs et la culture de Joli Moi, puisqu'on a toujours mis en relation toute notre communauté ensemble et on a créé des outils pour que tous conversent entre eux. Et aussi pourquoi ? Parce que on avait déjà cette vision qu'on était en train de créer un nouveau métier. Et pour créer un nouveau métier, tu es obligé de t'appuyer en fait sur du concret, sur du terrain et sur du test and learn. Et notre communauté, elle test and learn en permanence. Et donc ceux qui étaient 100% digital, on a dit OK, fine. Maintenant, il faut passer en digital. On n'a pas le choix. C'était aussi notre engagement en tant que plateforme de pouvoir continuer à verser des commissions à nos indépendants. Il y en a beaucoup qui, pendant cette période-là, ne dépendaient que de nous pour gagner de l'argent, en fait. Et donc là, on a complètement revu, évidemment, toute la roadmap technique et marketing. Et juste pour te donner un exemple hyper concret de tech qu'on a pu construire en un mois pendant ce Covid, c'était l'académie de social selling et donc une brique e-learning où, à l'intérieur de leur app, non-stop, nos Cis Beauté ont pu se former, apprendre à faire leur métier en digital, converser avec les autres. Et au final, tout le monde est passé en 100% digital. Okay, très clair. Pour entrer un peu dans le modèle, aujourd'hui, les marques qui viennent vous voir, ce sont à la fois des grandes marques et des marques en devenir. Peut-être que tu peux nous le décrire. Et comment vous répartissez la valeur entre les conseillers beauté et Joli Moi, puisque comme tu l'as dit, c'est un modèle qui permet aussi une forme d'ascension sociale, de complément de revenus. Mais comment ça marche en fait ? Juste pour qu'on comprenne en grande ligne quel est le partage de valeur que vous avez et justement aussi quelles sont les marques qui font appel à vous pour les gens qui n'auraient pas encore été en relation avec Joli Moi ou un des conseillers beauté.
Oui, effectivement, la vision de Joli Moi, c'est que demain, en fait, c'est les réseaux et c'est des communautés qui vont pouvoir échanger, marchander des produits, des services autour de centres d'intérêt. Et donc, les marques qui viennent à nous, comme tu le disais, ça va être des marques petites et grandes qui ont compris un peu que c'était la next step et que c'était ça la transformation et qui ont envie de pouvoir bénéficier de ces communautés, de s'insérer dans ces communautés pour être conseillés vendus par finalement des consommateurs avisés et puis après qui deviennent de plus en plus experts puisqu'on les forme et on les certifie. Il y a un peu deux grands profils aujourd'hui dans les stylistes beauté. Tu vas avoir 60 à 70%, c'est des, comme je dis, un peu des passionnés mais qui font ça un peu en complément de revenus pour gagner 200, 500, 1000 euros par mois. Puis après, t'en as qui ne font vraiment que ça et qui vont gagner beaucoup plus mais qui sont 30%, qui sont beaucoup plus d'experts. Et les marques qu'on sélectionne, il y a un peu un double jeu. T'as aujourd'hui chez Joli Moi des marques comme MAC Cosmétiques. On a lancé le social selling d'ailleurs en 2019 dans une phase juste pré-Covid pour marques cosmétiques en France. On a des marques comme Dermalogica qui sont déjà qui appartiennent à des grands groupes. Et puis on va travailler aussi avec des marques beaucoup plus locales, beaucoup plus petites. Pour certaines, on a lancé certaines marques sur le marché. On a aussi ce rôle de plateforme d'amplification pour des marques. Et la façon dont on va sélectionner nos marques, il va y avoir un axe de manière qui va être l'adhésion aux valeurs de Joli Moi et ce qu'on veut faire dans une beauté hyper personnalisée et inclusive. Donc toutes les marques qui vont défendre des valeurs, par exemple comme MAC Cosmétiques, de un max de références dans le maquillage pour pouvoir adresser des peaux très blanches jusqu'à des peaux très foncées. Ça, par exemple, nous, ça nous intéresse parce que ça nous permet de délivrer la promesse d'hyper-personnalisation. Et puis, on a évidemment plein de marques qui s'inscrivent dans des tendances de marché fortes autour du clean beauty, des marques responsables en termes d'impact écologique, des marques femtech pour aller adresser, par exemple, de l'hygiène responsable vis-à-vis des femmes, des jeunes femmes, etc. Et ces marques-là, grâce à Joli Moi, elles vont pouvoir accéder à ces communautés qui vont choisir, les indépendants vont choisir un pool de marques avec lesquelles ils vont travailler, ils restent indépendants et eux, on va leur reverser en fait 20 à 30% du chiffre d'affaires qu'ils vont générer. Et là où c'est intéressant en fait, c'est que tu es dans une économie hyper vertueuse en fait, où effectivement on reverse une grosse partie du chiffre d'affaires généré à l'indépendant, mais ça lui permet aussi d'en vivre ou en tout cas de gagner un revenu substantiel. Et en contrepartie, le styliste beauté va faire la promotion de manière authentique de la marque. Il crée du contenu, notamment sur les réseaux sociaux, des conversations. Il fait beaucoup de live ou de tests produits. Il va conseiller et accompagner le client et il va jusqu'à s'occuper du SAV. C'est-à-dire qu'une fois que le client a acheté le produit, il va même l'accompagner dans le temps pour l'aider à utiliser bien son produit et puis évidemment à renouveler ses achats. Donc en fait, si tu regardes les 20 à 30% sur ta chaîne de valeur pour le business model, ça tient compte de l'acquisition, de la transformation et jusqu'après de la fidélisation. Donc c'est toute cette étape qui est valorisée à travers ces 20 à 30% qu'on reverse à nos indépendants. Globalement, en fait, quelqu'un qui travaillerait beaucoup sur Insta sans Joli Moi pourrait s'intégrer en fait en tant que conseiller à beauté, puisque grâce en fait à la plateforme, ça serait complètement intégré pour faire du selling direct, suivre en fait ses ventes. Donc c'est un accélérateur de business aussi. Par rapport à ce que vous proposez. C'est-à-dire que, oui, effectivement. Donc, c'est-à-dire que, à la base, nous, notre vision, ça a vraiment été de se dire, on va créer la première plateforme peer-to-peer où tout le monde qui est passionné, qui est engagé peut devenir marchand et monétiser, comme je disais, soit sa passion, soit déjà une expertise dans les domaines de la beauté et du bien-être. Et en fait, on n'est pas allé chercher les Instagrammeurs un peu plus influents ou les influenceurs parce que notre propos, on était vraiment sur le conseil et l'accompagnement. Et au départ, l'influenceur, il est plutôt dans partager, il est prescripteur, il partage ce qu'il aime. Il n'est pas forcément dans la next step de dire ok, et maintenant je vais t'accompagner hyper individualisé. Mais là où tu as raison, c'est que en fait il y a aussi beaucoup de gens qui sont sur les réseaux et qui produisent du contenu, qui aimeraient monétiser mieux ce contenu. Et pour toute une frange importante de ces influenceurs, c'est compliqué d'en vivre parce qu'en fait c'est pas très rémunérateur. T'as un peu un écart type entre les méga influenceurs et les micro nano influenceurs. Globalement, la plupart des gens qui font du conseil beauté sur Instagram n'en vivent pas. Exactement. Et là complètement, ça peut accélérer un petit peu le modèle et c'est win-win en fait. Et d'ailleurs, ce qu'on voit aujourd'hui, ce que je veux dire, c'est que c'était pas notre stratégie d'acquisition de départ, puisque nous, on voulait faire la preuve du modèle sur le peer-to-peer et, comme je le disais, tous ceux qui voulaient faire l'activité sans forcément avoir d'expertise préalable, parce que cette expertise, on va leur apporter et on va surtout leur donner les outils pour y arriver hyper facilement. Et là, par contre, ce qu'on voit en ce moment même, c'est effectivement des gens qui ont de plus en plus, des communautés de plus en plus grosses, 50K, 100K sur Facebook, sur Instagram, s'inscrire, comme tu le dis très bien, parce qu'ils prennent conscience qu'en fait, grâce à tout ce qu'ils ont créé sur les réseaux sociaux, ils peuvent vraiment monétiser hyper bien chez Joli Moi. Alors, une étape, un point que j'aimerais bien aborder, c'est le sujet du financement. Alors, sur plusieurs axes. Un, en fait, donc tu as réussi à lever de l'argent, que tu nous partages en fait les difficultés.
Donc on a le sujet en fait de lever de l'argent je sais que ton équipe est féminine de fondateurs, ce qui est pas si fréquent. 4 fondatrices, donc voilà, bravo. Est-ce que c'est un avantage, est-ce que c'est un inconvénient? Comment tu l'as vécu dans ta levée et surtout comment en fait on choisit les bons investisseurs et pourquoi tu as choisi ceux que tu as choisis aujourd'hui? Parce que là on parlera après des valeurs et sur la partie talent, mais je sais que les valeurs sont au cœur de la réflexion chez Joli Moi. Donc première étape, c'est voilà, difficulté à lever de l'argent. Est-ce qu'il y a une difficulté supplémentaire lorsqu'on a une équipe de fondatrices? Partage-nous un petit peu ton expérience sur le sujet. Je pense qu'il faut identifier différentes phases de financement. Je pense qu'aujourd'hui, par exemple, au moment où j'ai lancé Dermance, la phase un peu seed, pré-seed et le nombre de business angels, de family office ou même de réseaux, enfin, ça n'a rien à voir aujourd'hui. Enfin, l'écosystème a progressé de manière assez fulgurante. Et je pense que c'est plus facile aujourd'hui, entre guillemets, en tout cas, d'avoir accès à un panel d'investisseurs, quel qu'il soit, quand on est en phase de seed. Maintenant, on parle même de pré-seed, seed, et voilà. Enfin, en tout cas, avant la série A. Et après, je pense qu'il faut différencier effectivement les financements par des venture capitalistes, qui est encore une autre, mais qui pour moi est indispensable quand on a une boîte tech et qu'on veut scaler et aller très vite. Il faut passer par cette étape. Moi, j'ai eu la chance, au tout début, en tout cas, de trouver des business angels parce que mes premiers investisseurs dans Dermance m'ont suivi et j'en ai quelques-uns qui se sont ajoutés. Et là où ça a été, je dirais peut-être un peu plus compliqué, mais parce que c'est aussi une réalité du marché. Lever de l'argent, d'abord, c'est pas simple dans tous les cas. Nous, ce qui s'est passé, c'est qu'on a fait, en fait, on a eu 3 levées de fonds. On a eu celle en 2019 avec un family office, déjà de l'ordre de un peu plus de 2 millions. Et puis, on a fait notre série A plus récemment, de 7 millions d'euros. Ce qui est sûr, c'est que être 4 cofondatrices, d'abord, c'est tellement atypique sur le marché que ça n'aide pas. En fait, parce que je pense que tout à fait humainement, on n'est pas habitué à ça. Là où manque de modèles, tu veux dire, oui, pour les investisseurs. Il y a très peu d'équipes, je pense, dans la tech de 4 cofondatrices. Il y a beaucoup d'équipes 100% masculines. Il y a de plus en plus d'équipes, et ça, c'est une très bonne nouvelle, mixtes, avec des hommes, des femmes. Et d'ailleurs, je pense que le futur, et on l'a vu, il y a des investissements un peu plus importants qui vont vers ces équipes-là. Mais si tu veux, autant ça n'est jamais un problème de financer une équipe 100% masculine dans le venture capitalisme, autant une équipe 100% féminine, quand tu es face à des investisseurs qui n'ont jamais vu ça, pour le coup, c'est moins évident. Donc déjà, t'as quand même un biais, quoi qu'il en soit, et même, je veux dire, même ceux qui j'ai parlé avec des VC qui avaient pas forcément conscience de ça, et grâce aussi à tout le travail de Sista, qui a été fait avec la charte, avec les VC, franchement, on est en train un peu de faire prendre conscience d'un certain nombre de choses, et je veux pas jeter la pierre, je pense que le système, il était tel qu'il est, et il y a beaucoup de gens qui se sont même pas posé la question, si tu veux. Donc moi, ce que j'ai pu voir, c'est quand même parfois un étonnement quand même, quand tu montes ton slide ou ta queue de cofondatrice, tu sens qu'il y a une petite réticence, et bon, probablement dû à l'étonnement et à la nouveauté, on va dire. Après, je pense que la principale difficulté, elle est pas là, Dieu merci. Elle va être, et ça, c'était un peu le cumul peut-être de plusieurs choses, c'est que aujourd'hui, la boîte se développe extrêmement bien. On a et on avait, quand on est parti en série A, des taux de croissance à 3 chiffres, comme on l'a vu sur plusieurs années. Et pour autant, on est sur un business model qui est tout à fait novateur, atypique, et qui n'a absolument aucun comparable, en fait, sur le marché. Et je dirais que, si je suis très réaliste, je pense que la plus grande difficulté, c'est celle d'imposer un modèle et de faire adhérer tes investisseurs à une vision sur un modèle qui n'a aucun comparable. Et c'est assez légitime, si je me mets du point de vue de l'investisseur, de dire, ah, ok, mais pourquoi vous le faites, en fait, si personne ne l'a jamais fait, et on a eu du mal. Pas de concurrence, pas de marché. La grande voilà, question, alors que c'est pas forcément le cas, mais donc il faut évidemment trouver des investisseurs qui vont avoir un peu moi je dis toujours, c'est un peu le leap of faith, qui voient les chiffres évidemment parce qu'ils étaient très bons, mais qui aussi vont avoir un peu ce petit truc en plus de croire quand même dans la vision de l'entrepreneur et de l'équipe dirigeante sur un nouveau modèle. Parce que là, c'est vrai que la difficulté, c'était qu'il n'y avait pas de comparable. Voilà. Et je pense que ça a été la principale difficulté. Donc plus en fait, en fait, comme tout start-upper, toute société qui se crée, la difficulté est de convaincre en fait les investisseurs qu'on a le bon projet, même si on est des novateurs et les premiers sur le marché. Après, le côté féminin n'a pas, c'était un truc en plus qui aurait pu de temps en temps qui posait des questions, mais que 2% des tu connais les chiffres mieux que moi, mais je crois que dans le monde, il n'y a que 2% des fonds venture capitalisme qui vont à des équipes 100% féminines. Donc, oui, il y a que, mais du coup, 2% d'équipes féminines, du coup, 2% des fonds levés, quelque part. En valeur, en volume, c'est pas. Mais je suis assez d'accord. Mais de toute façon,
est là sous ton contrôle. J'ai l'impression que ça s'améliore un petit peu et la prise de conscience, notamment grâce à Sista, ça s'améliore. Il y a une charte qui a été signée, donc je pense que là, il y a un regard oui, peut-être tu vois, moi, je suis membre de The Galleon Project, d'ailleurs, qui est un réseau qui m'a énormément aidé, je pense, dans mon aventure entrepreneuriale, et je remercierai toujours Agathe Vautier de m'avoir incité, parce qu'Agathe, elle va aller chercher les filles à rentrer dans son réseau au Galion, parce que du coup, il y a un écosystème hyper dynamique de boîtes à très forte croissance, et pour la plupart fondées par des CEO masculins. Mais c'est une très bonne émulation, et ça, c'est génial. Et aujourd'hui, on voit des exemples comme Singular ou d'autres filles au sein du Galion, je pense à Skello aussi, qui lèvent 40 millions, beaucoup d'argent. Et ça, ces modèles-là, ils n'existaient pas il y a 10 ans. Ils existent aujourd'hui. Et donc, c'est évidemment très encourageant, et tout ça progresse. Autre thématique, en fait, tu as beaucoup fait référence aux valeurs de Joli Moi. J'aimerais bien que tu nous rappelles, en fait, quelles sont rapidement les grandes valeurs de Joli Moi, et surtout que tu nous partages comment tu arrives avec l'équipe fondatrice à faire passer ces valeurs dans un système où tu as des conseillères beauté qui sont pas des salariés, mais qui sont représentants de la marque, donc qui sont garantes des valeurs. Donc, c'est important que la culture passe aussi par ces gens-là. Et par tes équipes, où il y a beaucoup de gens de tech. Voilà, comment tu fais cette émulation? Comment tu t'y prends? Et est-ce qu'il y a des secrets, en tout cas des best practices que tu aimerais nous partager? Oui, alors déjà, les valeurs de la marque, c'est vrai que c'est assez rigolo, parce que nous, on a passé pas mal de temps à investir sur cette fondation des valeurs et comment on allait les incarner. Et ça, on l'a fait en co-création, en fait, avec nos 10 premiers salariés. C'est un travail qu'on a fait avant Covid. Ouais. Et c'est vrai que forcément, l'entreprise était déjà beaucoup plus petite qu'aujourd'hui, mais c'est vrai que c'est beaucoup de temps, c'est beaucoup d'énergie, et parfois on se dit à quoi bon passer autant de temps, d'énergie, parce que c'est des workshops, c'est arriver à tirer les valeurs du truc. Je peux te dire que pendant le Covid, on a compris que ça n'avait pas été pour rien d'abord de travailler sur ces valeurs, et ensuite après de les incarner au quotidien, et avec nos salariés, mais avec toutes les parties prenantes chez Joli Moi, parce que peut-être la secret sauce de ce point de vue-là, c'est qu'on a toujours considéré que ces valeurs, elles devaient être complètement alignées entre l'interne et l'externe. Donc en fait, si tu veux, ça drive absolument tout ce qu'on peut faire en interne avec nos salariés, mais comme avec nos partenaires, évidemment nos marques, évidemment nos stylistes beauté. Après, on pourra parler de comment on le fait avec les stylistes beauté, mais aussi, par exemple, de manière hyper concrète avec notre logisticien, qui est un acteur hyper important dans notre chaîne aujourd'hui, puisqu'on prend en charge la partie livraison des produits auprès du client final. Et en fait, le fait d'avoir travaillé sur ces valeurs et dans nos relations avec tous, de les incarner, les valeurs, ce sont la joie, l'audace et la franchise. Pendant la phase de Covid, où là, évidemment, ton équipe est mise sous pression, sous tension. C'est comme si, j'aime bien prendre l'image que c'est des périodes de crise comme ça pour moi. C'est comme si tu mettais un énorme spotlight, en fait, sur toute ta boîte. Et tout ce qui va bien, ça peut s'accélérer et ça va bien. Et alors, tout ce qui va mal, ça pète, tu vois. Et donc là, je me suis dit, franchement, heureusement qu'on a bossé là-dessus et que ça fait plusieurs années qu'on bosse là-dessus, parce que nous, depuis 2017, c'est un truc qui est hyper fort chez Joli Moi, parce que là, ça n'a fait que ressouder. C'est un incroyable ciment. Et peut-être, moi, ce qui m'a fait aussi tenir en tant qu'entrepreneur pendant ces phases de crise, et il y en aura d'autres. On est aujourd'hui dans un environnement mouvant. C'est que ces valeurs, elles ont bien servi à faire adhérer tous les salariés à un projet commun, à réinventer, comme je te le disais, cette roadmap tech. Marketing, c'était énormément de boulot, on bossait tout le temps pour faire en sorte que notre communauté tienne et qu'on puisse en plus les payer et qu'elle gagne sa vie grâce à nous. Et cette communauté, comment on lui transmet les valeurs? En fait, là, c'est un peu pragmatique, mais on s'est toujours dit que ce qui allait être prioritaire dans notre business, c'était la façon dont on voulait faire le business avant le business. Dans le sens, je m'explique. Il nous est arrivé, alors qu'on était quand même au début de l'aventure, par exemple, d'avoir des stylistes beauté, des équipes de stylistes beauté qui ramenaient beaucoup de chiffre d'affaires. Donc, forcément, quand t'es tout petit et que t'as du financement, certes, mais c'est hyper important, tu veux pas dire non à ton chiffre d'affaires, tu veux faire du chiffre d'affaires. Mais il y a un moment où il faut choisir. Est-ce que tu veux faire du chiffre d'affaires pour faire du chiffre d'affaires, ou t'as envie de faire du chiffre d'affaires d'une certaine manière? Et en fait, c'est hyper dur, parce que franchement, il y a des moments où t'as juste envie de faire du chiffre d'affaires. Enfin, t'as envie de grossir et de gagner de l'argent. Le chiffre d'affaires, c'est un bon financement aussi. C'est un bon financement, exactement. Mais on s'est toujours dit pas à n'importe quel prix. Et donc, ça se traduit par, pour incarner ces valeurs, et à chaque fois, on l'a expliqué. Donc, peut-être notre méthode à nous, en tout cas, ça, comme la franchise, ça fait partie d'une valeur hyper forte chez Joli Moi. On a toujours été dans la transparence et dans l'hyper-communication vis-à-vis de tous, que ce soit nos marques ou nos stylistes beauté. Et bien, on a pu se séparer de personnes pourtant très influentes ou qui avaient beaucoup de chiffre d'affaires au sein de notre communauté
parce qu'à un moment, elle n'avait pas respecté les valeurs. Et donc, c'est un peu la mission de chacun et de chacune, que ce soit les salariés, les stylistes beauté ou même les marques, d'incarner les valeurs. Quand on est partenaire Joli Moi, ça veut dire quelque chose. Quand on est styliste beauté Joli Moi, ça veut dire quelque chose. Et ça, concrètement, c'est dur parce que ça implique d'avoir une ligne de conduite assez stricte. Et ça va de pair avec des prestataires. Par exemple, si on a pu avoir, c'est rare, mais un prestataire qui se comportait d'une certaine manière, par exemple avec notre équipe, qui n'était pas en adéquation avec nos valeurs, et même si c'était quelqu'un de génial, on s'en est séparés parce que pour nous, c'était pas possible de travailler avec cette personne-là. Donc c'est beaucoup de rigueur, je dirais. Et après, dans la c'est beaucoup de communication, beaucoup de transparence. Et je pense qu'aujourd'hui, c'est ce qui fait notre force. Parce que si c'est quelque chose que tu fais du début à la fin, et qui est vraiment ancré dans ta boîte, moi, je suis convaincue que si tu expliques les choses, tu peux avoir de l'adhésion et les gens peuvent comprendre. Ce qui manque souvent, c'est expliquer le pourquoi. Et nous, le pourquoi, c'est tout. C'est le socle de Joli Moi. Donc, c'est pourquoi tu fais ça, pourquoi t'es styliste beauté. Alors, pourquoi c'est ce qu'on leur demande de dire en premier, il faut vraiment le travailler. Mais c'est vrai de tout. Et nous, on dit toujours pourquoi on fait les choses. Et ça marche bien, en fait, parce que les gens comprennent. Je peux donner un exemple hyper concret. C'est pas tout à notre honneur, mais on a eu un espèce de bug sur le versement des commissions de nos vendeurs. Donc, je sais pas si tu vois, des milliers de vendeurs qui ont attendu 2 jours de plus le versement de leur commission. Il y avait un problème de flux bancaire, etc. Plutôt, tu vois, que de se cacher, de faire l'autruche ou de pas voir, parce que c'est un business model qui ne tolère pas, en fait, la moindre faille. Et on leur dit, OK, voilà ce qui se passe. Désolé, on a eu un problème, voilà ce qui s'est passé. On a conscience du problème, on est dessus, on prend pas ça à la légère, et on vous prévient dès que c'est réglé, et on est hyper désolé. Et là, tu t'attendrais, t'as des milliers de personnes qui attendent quand même leur argent pour leur mois, tu t'attendrais à te recevoir, franchement, à très juste titre, des mécontentements, des messages un peu... qu'est-ce qu'ils nous disent ? Merci beaucoup, merci de votre transparence. OK, on se disait qu'il y avait un souci par rapport à d'habitude. Super, j'attends, je suis patiente. Ils ont attendu 48 heures. Mais en fait, c'est tout bête, mais ça, c'est incroyable, parce que quand t'as ça, et que t'arrives à instaurer ça, tu peux aller... où tu veux. Et ça, mais bon, il faut du dialogue, et ça, c'est très exigeant. Donc, peut-être l'enseignement de ça, c'est why, how, what. Donc, essayer de toujours expliquer, c'est l'essentiel. C'est comme ça que la culture passe. Donc, réexpliquer. Et puis, quand il y a des problèmes aussi, rester transparent vis-à-vis de ta communauté et tes clients. Super. Dernier point avant de conclure ce podcast. L'international. Tu disais tout à l'heure que tu avais des conseils principalement en France, mais que ça commençait un petit peu en dehors de nos frontières. Quelle est ta vision, en fait, du développement international pour Joli Moi ? Aujourd'hui, on a 10% de notre chiffre d'affaires à l'international. C'est bien trop peu, n'est-ce pas ? Non, bien sûr, on regarde l'international. Notre stratégie, là, ça va être de consolider la France et d'accélérer encore sur la France, et bien sûr d'aller regarder en Europe, mais pas que, aussi en dehors du territoire européen, donc plutôt le continent américain, puisqu'on a des opportunités là-bas. Donc voilà, j'en dirai pas plus. Donc ça sera pour le prochain épisode. Surprise. Surprise. Bon, super. Merci Isabelle, c'était très intéressant, et donc on sera très heureux de suivre les prochaines étapes de Joli Moi. Merci Franck. Merci de nous avoir écoutés, et retrouvez tous les épisodes de Grow Fast Now What sur vos plateformes de podcast préférées.